Radio 1, les nouvelles de Tahiti, TRFM et Tahiti Online présentent À vous la parole, spéciale élection territoriale 2013. Une émission présentée par Serge Massot. Serge Massot de la rédaction des Nouvelles, bonjour. Bonjour Moreto, bonjour à tous. Et à vous la parole, spéciale élection territoriale 2013, 4e épisode. C'est donc une heure d'entretien avec les principaux candidats. Vendredi prochain, je recevrai Gaston Floss, puis nous terminerons avec Oscar Temarou, ce sera le 12 février. Et aujourd'hui, toujours en direct, nous recevons Teva Ofridj, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le candidat de Hatia Polinetia, vous êtes l'homme qui a dit « ça suffit », c'était il y a 2 ans. Gaston Tongson, votre nouvel allié, vous mettez à la porte de son gouvernement, puis vous avez démissionné du Tahuara, lassé de tous les changements d'alliance, et vous répétez désormais qu'il ne faut pas croire ceux qui disent qu'ils vont refaire comme avant 2004. Un livre vient de paraître racontant le règne sans partage du roi Soleil, Orange bien sûr, et surtout des condamnations en justice, et pourtant au moins 8000 personnes ont défilé samedi dernier pour demander le retour de Gaston Floss. Après cette démonstration de force, regrettez-vous, Teva Ofridj, devoir quitter votre famille, Tahuara? Teva Ofridj vous accuse de faire passer votre ego avant l'intérêt des Polynésiens, vous lui répondrez. Teva Ofridj, vous voulez incarner tout à la fois le renouvellement de la classe politique et la compétence. En effet, vous avez 38 ans et vous avez réussi la performance d'être en 5 ans ministre de Gaston Floss, de Gaston Tongson et d'Oscar Temarou. Mais vous n'êtes pas le sauveur, c'est vous qui le dites dans vos réunions publiques. Les hommes providentiels, ça n'existe plus. Faudra le dire au passage à l'apôtre Jean-Christophe Bouissou qui rend grâce au ciel de lui avoir permis un jour de croiser la route de Gaston Floss. Non, vous êtes plutôt le chef d'équipe d'un attelage qui réunit plusieurs partis autonomistes qui ne veulent surtout pas travailler avec Gaston Floss, un chef et des élus vraiment soudés. C'est ce qui avait manqué au Totatoaya de Gaston Tongson. Cette fois-ci, le chef, c'est vous. Votre méthode pourrait se résumer ainsi. Ça suffit, on a décidé. Si t'es pas content, au revoir. Bruno Sandras en a fait les frais. Il est parti. Même discours tenu à Sylviane Teroatea à Tavana de Rayatea, pas contente de sa place sur la liste, qui finalement est rentrée dans le rang. On en parlera également. Et puis vous nous parlerez de votre programme, votre slogan, levons-nous pour notre pays. Mais levons-nous pour quoi faire? Drôle de campagne où à 20 jours du premier tour, presque tout le monde parle de faire de la politique autrement, mais presque personne n'a encore présenté son projet pour la Polynésie. Votre priorité, Teva Ofridj, c'est le logement. Vous souhaitez aussi libérer le secteur privé pour créer des emplois. Ne plus faire comme avant, oui, mais dans quelle direction? Vous aurez 1 heure pour nous le dire. Alors Teva Ofridj, commençons par l'interview de Gaston Floss hier sur Polynésie Première. J'imagine que vous l'avez regardé. Avec beaucoup d'attention. Et comment est-ce que vous l'avez trouvé? Toujours en pleine forme apparemment? Effectivement, on peut dire que M. Floss doit être dopé par les élections qui arrivent. On sait, c'est toute sa vie et je n'avais aucun doute sur sa capacité à venir redoubler d'énergie à la télé. Effectivement, il était plein d'énergie et puis il nous a promis que tout allait redevenir comme avant. Je l'ai bien noté comme tous les téléspectateurs. Comme avant, c'est quoi? Ça reste une question à laquelle il va falloir répondre. Mais quand même, il a dit, nous n'allons pas utiliser les mêmes méthodes. Vous ne le croyez pas capable de changer? C'est pas à 82 ans qu'on va changer un homme, hein, et avec tout le respect que je lui dois pour son âge, je ne pense pas que Gaston Floss ait changé. D'ailleurs, il nous l'a démontré hier soir à la télé, à la fois avec sa démonstration d'expérience qu'il peut avoir d'homme politique, il l'a dit lui-même, qui depuis 50 ans sillonne les routes et la mer de Polynésie pour aller faire de la politique, et en même temps avec ses méthodes, puisqu'il nous a promis que tout allait redevenir comme avant. On nous a promis des diges, des routes, des grands travaux, de l'endettement, effectivement, tout comme avant. Et dans l'article publié par le journal Le Monde la semaine dernière, vous disiez, je vous cite, ce sera même pas comme avant, vous disiez, s'il reprend le pouvoir, cela va être pire qu'avant. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je pense que cet ancien président, effectivement, n'a plus la même notion du temps à 82 ans qu'il pouvait avoir avant. Mmh. Nous avons tous compris que son objectif, c'est récupérer son siège, son précieux siège, et ça me rappelle un film qui est sorti il y a quelques années, Le Précieux, et il veut à tout prix récupérer ce siège, et donc je pense qu'il connaît aussi les échéances judiciaires qui sont devant lui, et il l'a d'ailleurs reconnu à la télé, en nous indiquant qu'il attendait de voir ce que la justice allait décider, mais que néanmoins, dès qu'il s'assiérait sur son siège, il reprendrait les mêmes mesures qu'auparavant. Il a cité plusieurs fois Papa Chirac, Jacques Chirac, mais j'avais envie c'est dommage que je n'étais pas sur le plateau, simplement pour lui indiquer que Jacques Chirac n'est plus président de la République, que M. Floss n'est plus député,
puisqu'à un moment il a mentionné sa fonction de député, et on ne peut pas revenir comme avant. Je crois qu'il ne faut pas mentir aux Polynésiens. Il y a eu de bonnes choses et de moins bonnes choses qui ont pu se passer sous une autre époque, mais dire simplement qu'il suffit de mettre un seul homme à la place qui lui serait dû nous permettrait de revenir comme avant, c'est faux. C'est faux. En même temps, il dit que sur le train de vie du pays, il dit qu'il va diminuer les indemnités des élus, même la sienne, celle du président, et qu'il va même supprimer toutes les voitures de fonction. Vous en feriez autant, par exemple ? Oui, mais franchement, vous pensez que c'est ce qui va régler le problème des finances publiques du pays ? Monsieur Floss peut d'ailleurs parler de réduire les indemnités. Il est en même temps sénateur, il touche en même temps des retraites certainement de l'Assemblée nationale et de tous les autres mandats qu'il a pu occuper. Ce qui est important, c'est effectivement que le gouvernement et l'Assemblée donnent des signes aussi d'économie budgétaire, et nous le ferons également. Mais venir prétendre que c'est ce qui va régler le problème des finances publiques de la population, c'est encore une belle illusion, mais nous savons qu'il est maître en la matière. Et autre citation de cet article du Monde qui est donc paru le week-end dernier, et vous dites ça, c'est assez important, vous dites « J'ai eu l'opportunité de louer un avion pour aller faire campagne au Tuamotu ». Vous dites encore « J'ai renoncé, j'ai eu peur », et vous ajoutez « Floss est capable de tout ». C'est pas anodin comme phrase, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Bon, je dois vous dire quand même que les propos ont été un peu repris hors contexte, et on a ajouté des phrases les unes aux autres qui n'étaient pas tout à fait dans cet ordre-là. Oui, parce qu'immédiatement, un homme politique dans un avion qui a peur, on pense tout de suite à Boris Léontiev, notamment qui avait disparu en 2002. Clairement, je peux vous dire en tout cas que mon entourage et ma famille m'ont invité à ne pas le faire. Et néanmoins, j'ai pu prendre l'avion à plusieurs reprises, les lignes régulières. Après, je n'irai pas, on va dire, agiter et j'ai beaucoup trop de respect pour Boris Léontiev pour venir agiter sa mémoire, pour en faire un outil politique. Mais il est vrai que parmi mes proches, on m'a dit, écoute Teva, fais une belle campagne, mais sois prudent. Et du coup, vous avez envoyé Nicole Boito-Marquise à votre place. Non, c'est pas pour ça. Je suis allé au Marquise la semaine d'avant. Oui. Je vais ce soir à Montréal. Vous allez me dire, je prends le bateau. Et puis, j'ai l'intention de passer au Tuamotu tout de même bientôt. Mais en tout cas, cette phrase que je répète, vous dites Floss est capable de tout. Toujours, c'est jusqu'à peut-être pas des extrémités pareilles, mais Floss est capable de tout. C'est ce que vous dites, quoi. Je pense qu'il va à tout prix récupérer son siège, comme je le disais tout à l'heure, et que cette campagne dépasse pour lui le cadre strictement politique. Elle est aussi primordiale pour lui à titre personnel, et nous savons aussi qu'il y a des affaires en cours et qu'il y a très certainement une sorte de pari contre la montre qui est lancé, qui consiste peut-être à penser que si quelqu'un est élu président de la Polynésie, des choses peuvent s'alléger. Parce que sa peine d'inéligibilité devrait être confirmée ou non d'ici à quelques mois, enfin assez rapidement, en tout cas d'ici à la fin de l'année. Je parle bien en conditionnel, et je dis bien peut-être, puisque je ne suis pas dans sa tête. Malgré tout ça, Gaston Floss a réussi à réunir au moins 8000 personnes dans les rues de Papeete samedi. Ça vous inquiète d'un point de vue électoral ? Est-ce que vous vous dites, ça sera pas si simple quand même d'écarter le Tawera ? Ça sera pas simple, c'est clair. Le Tawera est un parti de militants. Et reste un parti fort en Polynésie. Néanmoins, je me raccroche aux derniers résultats des législatives. Au premier tour, le Tawera a fait 25 000 voix, c'est-à-dire le score qu'il a pu faire en 2008 est pas très loin du score qu'il a pu faire en 2004. Et je me souviens en 2004, puisque j'y étais encore au Tawera, nous avions réuni près de 15 000 personnes à Oreitinihau, selon les décomptes du Tawera. Et pourtant, ça n'a pas permis au Tawera de gagner l'élection. Je crois qu'il y a eu 8 000 personnes qui se sont déplacées, c'est à ne pas négliger. Néanmoins, il y a 190 000 électeurs, et donc ça fait beaucoup de monde à convaincre. Et je crois qu'il y a aussi une majorité silencieuse qui ne se déplace pas dans les rues, mais qui par contre a rendez-vous avec les urnes le 21 avril. Et c'est sur elle que je compte pour que le changement se passe dès le premier tour. Le Tawera ne devrait pas crier victoire tout de suite, quoi. Effectivement, je sais que M. Floss a déjà fait son gouvernement, il l'annonce ouvertement, il a déjà désigné le président de l'Assemblée. Enfin, tout redevient comme avant, quoi. Voilà. Autre phrase, on l'a lu il y a quelques jours que Gaston Floss avait, entre guillemets, racketté quasiment tous les chefs d'entreprise du pays. C'est les 2 journalistes du Monde qui le rappelaient. Vous qui vous êtes occupé des sociopros à Tawera, sans vous demander si vous avez participé à ce système, évidemment, mais est-ce que vous confirmez que ce système, un peu, ces liens beaucoup trop proches entre les milieux économiques et politiques ? Il y a eu des liens très proches, effectivement, entre M. Floss et le monde économique. Après, je peux vous dire que j'ai racketté pour ma part personne, tout en étant président des sociopros, effectivement.
Et je crois que ce serait insulter son intelligence que d'imaginer qu'il fasse des choses aussi grossières et aussi ouvertement. Après, ce qui a pu se passer dans son bureau ou ailleurs, je ne sais pas, je n'y étais pas. Voilà, hein, je ne voudrais pas non plus venir cautionner ce que je n'ai pas vu. Par contre, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est qu'on connaît tous tout de même cet ancien système où il y avait une espèce de toile d'araignée qui a été tissée sur toute la Polynésie, sur tous les secteurs économiques, sur l'administration. Et le principe de la toile d'araignée, vous le connaissez, c'est que l'araignée se met au milieu et elle sent toutes les vibrations de la toile partout en Polynésie et elle attend qu'un petit insecte vienne se poser dessus pour pouvoir faire son repas. Et si le chef d'entreprise a un projet mais qu'il n'est pas proche de Gaston Floss, le projet ne se faisait pas bien souvent. En tout cas, il y avait une concentration extrême des pouvoirs sur un seul homme. Et c'était assez frustrant d'ailleurs en tant que ministre, dans la mesure où très clairement, il fallait avoir l'accord du président pour décider de quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous dites à ces chefs d'entreprise qui soutiennent Gaston Floss? On a vu Virginie Bruant, Eva Sylvain. Qu'est-ce que vous leur dites? Eux, visiblement, ils se disent, avec Gaston Floss, ça va marcher comme avant. Je les appelle à la plus grande vigilance parce que qu'est-ce que c'était qu'avant? Déjà, il faut bien le décrire et bien s'en souvenir. Et puis, je suis un peu étonné d'ailleurs de monsieur Teva Sylvain parce que je l'avais vu aux côtés de monsieur Bruno Sandras et effectivement avec des projets assez ambitieux. Non, je leur dis simplement, attention, c'est vrai que certains sont animés par la volonté de sortir Oscar Temaru de la présidence et se disent, il n'y a que le Tahoeraa et il n'y a que Gaston Floss qui peut sortir Oscar de la présidence. Nous, on veut montrer qu'il y a une autre voie possible, que les autonomistes ont tiré les leçons du passé. Nombre de ces chefs d'entreprise nous ont appelés à nous réunir et à nous rassembler. C'est ce que nous avons fait. On en parlera tout à l'heure certainement, mais en allant au-delà de Tota Toaya, c'est-à-dire en créant un parti politique unique. Chacun a laissé ses drapeaux de côté et vient construire ensemble dans cette nouvelle voie politique pour le pays. Et je crois que c'est important. Et c'est effectivement le message que je veux donner aux chefs d'entreprise. Comme avant, c'est pas possible. Par contre, avec un peu de bon sens, du pragmatisme et puis du réalisme économique, je crois qu'on peut rebâtir ce pays. Et terminons sur ces liens avec le Tahoeraa. Vous disiez également dans ce journal Le Monde, si je suis au second tour, par exemple, dans le cas d'une triangulaire, et que j'ai la possibilité de négocier, je ne le laisserai jamais redevenir président. En parlant de Gaston Floss, qu'est-ce que vous pourriez négocier en échange de vos voix, qu'il cède la place à quelqu'un d'autre au sein du Tahoeraa, si par exemple vous arriviez derrière le Tahoeraa et qu'il faudrait bien vous unir pour éviter le retour d'Oscar Temaru? Alors, sachez que cette question ne se pose plus depuis hier soir, puisqu'en tahitien, parce que M. Floss ne dit pas la même chose en tahitien qu'en français. Vous avez noté qu'il a parlé de Mme Bollier dans d'autres termes en tahitien qu'en français, puisqu'il avait bien indiqué que c'est Français qui allaient nous expliquer comment on gère ce pays. Et sur la question du second tour, M. Floss a indiqué qu'il n'était pas question pour le Tahoeraa de s'allier avec quiconque au deuxième tour. Je pense qu'il a été clair en tahitien et j'espère que les vidéos ont tourné sur Internet. Donc c'est clair, la question ne se pose pas pour lui. Est-ce que d'autres personnes au sein du Tahoeraa auront la sagesse à un moment enfin de se lever aussi et de dire ça suffit. Si on souhaite que l'autonomie l'emporte aux prochaines élections, il faudra très certainement trouver une solution avec Atia Porinetia. Avec la phrase de Gaston Floss, ça veut dire que si vous êtes trois au second tour, l'UPLD, le Tahoeraa et vous-même, ça veut dire que c'est un boulevard pour l'UPLD. Tout dépend du classement, en fait, au second tour et du taux d'abstention, vous le savez bien. Et la troisième variante, ça va être le score fait par les petites listes. Et donc les consignes éventuelles de report. Si l'abstention est forte, ça veut dire qu'il y a donc un réservoir de voix pour le second tour et que les Polynésiens attendaient de voir qui sort pour pouvoir voter. Si elle est faible, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte participation, tout dépendra des écarts qu'il y a entre les partis. Très clairement, si Atia Porinetia est en tête, nous ouvrirons la porte aux autres autonomistes pour nous dire rejoignez-nous parce qu'il faut qu'enfin la famille se rassemble. Mais M. Floss n'est pas pour le rassemblement de la famille. Il est aujourd'hui, en tout cas, l'élément essentiel de la division de la famille autonomiste. J'ai encore beaucoup de contacts avec des amis au Tahoeraa qui n'en peuvent plus, mais qui se taisent. Et d'ailleurs, là où je suis un peu gêné, c'est qu'un certain nombre d'entre eux me disent « Mais Teva, reviens, de toute façon, il n'en a plus pour longtemps. Et je trouve ça très déplacé, et je leur dis même « Mais vous savez, j'ai peut-être plus de respect pour lui, du coup, parce que moi, je préfère me lever et proposer autre chose à la population, plutôt que d'aller compter sur la justice ou sur d'autres choses, pour enfin s'exprimer. Je crois que c'est le moment de s'exprimer, et le 21 avril, les Polynésiens vont s'exprimer. Comment vous feriez pour l'empêcher de redevenir président, comme vous dites? Quelle serait la possibilité dans cette négociation du deuxième
deuxième tour, puisque visiblement il ne veut rien entendre? La première manière, c'est que les Polynésiens nous fassent confiance et que l'on puisse arriver en tête au premier tour. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment à la mobilisation pour que le changement soit dès le premier tour. Ne soyez pas impressionnés par ces 8000 personnes effectivement dans la rue. C'est normal, le Tahuera est un parti de militants et Gaston Flosse sait faire. Par contre, il y a 190 000 électeurs et il faut qu'ils se manifestent le 21 avril et qu'ils viennent voter. Parlons maintenant de votre équipe, Atia Porinetia, donc ce rassemblement de plusieurs partis autonomistes. Je vous parlais de votre autorité de chef tout à l'heure dans l'introduction. On a vu le cas Sandras qui a été écarté, on n'y revient plus. Mais on m'a dit aussi, et c'est d'ailleurs sur votre page Facebook, que Sylviane Terroatea, la Tavana de Reyatea, n'était pas très contente de sa 4e place aux îles Soulevant. Ah, j'ai pas vu sur mon Facebook avant. Ah bah c'était indiqué en tout cas, des personnes qui disaient c'est vraiment très dommage qu'elle soit que 4e. Elle représente la plus grande île, elle devrait être devant Emma Marea. Oui. Là aussi, ça a un peu râlé. Comment ça s'est passé? Non, ouais. Franchement, chacun vient avancer ses arguments et puis cherche à optimiser sa position sur la place. Mais ce que je peux vous dire, parce que c'est qu'on a construit cette liste dans un bon esprit. Et aujourd'hui, on a une très belle liste qui fait à la fois place à l'expérience avec des hommes et des femmes, pas si nombreux que ça, puisqu'il n'y a que 11 anciens représentants à l'Assemblée qui sont à nouveau sur la liste, mais des hommes et des femmes qui ont exercé effectivement des fonctions et qui peuvent dès le lendemain des élections se mettre au boulot. Nous avons 8 Tavana et 5 maires délégués ou adjoints, donc des élus de proximité, et 21 en tout élus de proximité, qui soient conseillers municipaux de Tavana ou maires adjoints, donc qui vont apporter aussi ce bon sens populaire, cette proximité avec le terrain, et qui apporteront, je l'espère, au sein de l'Assemblée, un peu plus de réalisme et de pragmatisme. Mais pourquoi, selon vous, ça va tenir? Pourquoi on va pas repartir dans une bataille des égos, un peu comme c'était sous Tota Toaya? C'est parce que là, justement, quand quelque chose est décidé, vous dites c'est comme ça, et puis voilà, on discute pas la décision collective. Mon rôle, c'est de trancher. Ouais. Et quand à un moment, effectivement, ça discute trop longtemps, je fixe la règle et je dis voilà, la décision, celle que je prends en tout cas, c'est celle-là. Et je crois effectivement que ça permet à un moment que le groupe se mette derrière son leader, parce que la liberté reste à chacun de le faire ou pas, et d'avancer. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Parce que depuis le début, lorsqu'on a constitué ce rassemblement, je ne souhaitais pas faire un Tota Toaya bis. Ça, j'ai été clair depuis le début. Et nous avons commencé d'ailleurs par annoncer non pas une liste, mais des engagements, non celui de rendre son siège à l'Assemblée si on n'est plus d'accord avec le groupe. Et ça a été signé par chacun des 73 candidats. Un engagement de rendre son siège à l'Assemblée. Une démission en blanc même a été signée au moment de l'inscription du dépôt de notre candidature. Ça, c'est la garantie pour qu'on se dise bien que ce ne sera pas comme Tota Toaya auparavant. C'est ça. C'est important parce que je crois que les Polynésiens, 60 000 électeurs tout de même, avaient mis leur confiance dans Tota Toaya. Ils sont entrés à 27 à l'Assemblée parce que le mode de scrutin de l'époque, on avait supprimé la prime majoritaire et donc n'a pas permis de dégager une majorité à l'Assemblée malgré la majorité dans les urnes. Mais ils ont fini à moins de 10 à l'Assemblée. Donc il était important aussi de donner un signe fort à la population, de dire que c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée sur ce mandat ne se reproduira pas la prochaine fois. J'en suis pour ma part le garant et je fixe les règles, effectivement, avec une équipe, mais quand il faut trancher, je tranche. On parlait de Gaston Tong Sang et vous parliez de tous ces élus, enfin les 10-11 qui sont déjà à l'Assemblée, qui se retrouvent sur votre liste. Il y a beaucoup de proches de Gaston Tong Sang, notamment sur la section des îles Soulevant. Est-ce que c'est parce qu'il fallait pas froisser Gaston Tong Sang ? Non, mais je pense que les résultats des législatives en parlaient d'eux-mêmes. Pour Monsieur Tong Sang, reste incontournable aux îles Soulevant. Il a fait un bon score aux îles Soulevant. Il est maire de Bora Bora, la plus grande commune en nombre d'inscrits. Et je pense que non seulement il méritait de conduire la section des îles Soulevant, et puis effectivement, nous avons des Tavana. Et peut-être un futur Tavana à Huahine, puisque Titi Lisan est en train de revenir en force, qui méritait d'être présent. Mais il y a aussi Tati Salmon, qui était mon suppléant aux législatives, qui va apporter aussi du renouveau. Et puis, une jeune femme, Moira Vafong, qui va être sur Toumara, un peu notre étendard, et qui, je pense, pourra faire un très bon score à Toumara. Autre soutien, c'était Christophe Play de la CGPME. Il n'est pas sur la liste. Qu'est-ce qu'il devient ? Il est toujours avec vous ? Alors, Christophe nous soutenait en tant que citoyen et pas en tant que président de la CGPME. Mais vous soutenez, j'ai noté le passé.
Il nous soutient toujours, Ah, voilà. pardon, non, mais c'était la référence à la CGPME que je faisais allusion. Il a un devoir ensuite de réserve en tant que président de la CGPME, mais en tant que citoyen, il a le droit d'avoir des opinions, effectivement. Et je crois que Christophe fait beaucoup pour les petites et moyennes entreprises, et je compte sur lui, si nous gagnons, pour que l'on puisse ensemble construire cette nouvelle économie qu'il nous appartient de construire. On le retrouve en ministre, par exemple ? Je ne suis pas comme Floss, je ne vais pas faire un gouvernement avant d'avoir gagné les élections. Nous avons, je crois, dans chacun des secteurs, des hommes et des femmes qui sont capables d'occuper ces fonctions. Mais d'abord, c'est sur le terrain que la bataille se gagne. Et ensuite, bien entendu, il faudra proposer un gouvernement pour notre pays. Dernière chose sur votre équipe avant de parler de votre programme. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez tous décidé de baisser vos drapeaux pour faire Oui. un vrai mouvement uni à Tia Polinetia. Est-ce que ça y est, chacun de vous avez mis la clé sous la porte, vous avez fermé vos partis, ou est-ce que vous attendez le résultat des élections pour savoir si vous allez gagner avant de fermer chacun vos boutiques ? Alors, absolument pas, parce que nous n'attendrons pas la fin des élections, parce que le 13 avril, nous avons notre congrès fondateur que nous organisons à Place Tarahoy à Papeete, et nous appelons bien entendu tous nos sympathisants à nous rejoindre. Alors, je cherche pas à faire une démonstration de 8000 pieds ou de 10 000 pieds comme le Tarouera, mais simplement pour vous dire que l'engagement de la création du parti sera tenu avant les élections, puisque le 13 avril, nous officialisons l'assemblée constituante du mouvement Atia Polinetia, mouvement unique. Alors, parlons de votre programme. Maintenant, il est 12h50. Il reste près de 25 jours avant le premier tour et on ne connaît toujours pas votre programme dans le détail, 2 semaines avant le premier tour. C'est pas un peu court pour bien choisir ? Aucun parti politique n'a aujourd'hui délivré de programme, comme vous le savez bien. D'ailleurs, hier soir, je ne sais pas si vous avez entendu un programme, moi j'en ai pas entendu, si ce n'est de dire des diges, des routes, de l'emprunt, et puis un peu de sueur et des larmes. Vous êtes d'accord sur ça? D'ailleurs, Gaston Floss disait que pour les 2 premières années de mandature, dans tous les cas, tout le monde devrait faire des efforts, ce sera dur pour tout le monde. Sur ce constat, vous êtes d'accord? Je pense que dès la première année, c'est-à-dire si nous nous sommes élus au mois de mai, dès la première année, il va falloir prendre des premières réformes pour donner des signes de bonne gestion. C'est important parce que nous allons devoir préparer très rapidement le budget 2014. Et le budget 2014, nous connaissons aujourd'hui les difficultés qu'a eu le gouvernement à pouvoir lever un minimum d'emprunt pour pouvoir assumer son budget d'investissement. Et donc, il faut nous permettre de reconquérir cette confiance avec l'État. Ce partenariat avec l'État est primordial et l'État a été bien clair, le rapport Bollier l'a démontré, celui que M. Floss ne veut plus lire l'a démontré, c'est que l'État attend des signes de bonne gestion. Donc il va falloir que nous prenions quelques mesures, quelques réformes dès les premiers mois d'exercice, de manière à ce que la confiance avec l'État soit rétablie et que les banques, du coup, puissent revenir financer le budget du pays. Parce que nous savons tous qu'il y a très certainement quelques soucis sur le budget qui a été voté. On nous parle d'impasse budgétaire. La situation déjà est compliquée, tout le monde devra faire des efforts supplémentaires. Alors tout le monde non. Tout le monde non. Je pense qu'effectivement, il va falloir prendre des mesures, encore une fois, fortes pour réduire le train de vie effectivement du gouvernement, réduire le train de vie de l'administration, mais pas venir... je n'accepte pas qu'on vienne montrer du doigt les fonctionnaires en disant que ceux-là ne font rien, j'ai pu l'entendre aussi et là, et c'est sur eux qu'il faut taper. Je crois qu'il faut avant tout remettre le pays et l'administration du pays sur ses missions essentielles et redéployer les fonctionnaires effectivement en fonction de ces missions essentielles. Je vous parlais de la toile d'araignée tout à l'heure. Il est important qu'on ne vienne pas simplement remplacer l'araignée, et c'est le problème du Taoui. Le Taoui avait dit on va changer, on va tout changer, mais au final on a simplement changé l'araignée, mais elle s'est remise au centre et elle a profité de cette toile. Finalement c'est le même système mais on a changé de couleur quoi simplement. C'est ça. Atia Polinetia veut enlever la toile d'araignée. On vient avec un grand balai et on va enlever cette toile, parce que ce qui est important c'est de redonner de l'oxygène au monde des entreprises. Et pour redonner de l'oxygène, il y a deux manières importantes. D'abord, de retirer l'administration et d'alléger les procédures administratives sur un certain nombre de secteurs. Je cite souvent le cas de la pêche, je cite souvent le cas de la perliculture, puisqu'on est en train de tomber dans une économie totalement soviétique, y compris sur la pêche. Vous le savez bien, on a payé un port de pêche, on a payé des bateaux avec la défiscalisation, on paye même des marins pour aller pêcher sur ces bateaux dans le port de pêche qu'on a payé. Et pourquoi pas demain aller payer une société publique qui va acheter le poisson.
il faut arrêter tout ça. Ce système a vécu à un moment... Il faut subventionner ces bateaux-là de Taïtoun et Ravaille, justement pour continuer à bénéficier de la défiscalisation, si je dis pas de bêtises. Oui, mais 300 millions par an sont mis pour subventionner le fonctionnement de Taïtoun et Ravaille et de la SAS Avaya. Vous pensez pas qu'on devrait plutôt mettre ces bateaux dans les mains des pêcheurs privés et quitte à les aider eux directement pour leur coût de fonctionnement que de venir payer une société publique qui va faire à leur place? Moi, je crois plutôt au privé et je souhaiterais qu'on redonne un peu de liberté au privé. Alors, il y a les procédures administratives et puis il y a l'interventionnisme de l'administration qu'il faut réduire. Ne croyez pas que M. Floss, qui a conçu tout ce système, va le changer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment peut-on croire qu'à 82 ans, il ne va pas reproduire un Tahiti Nui Ravaille dans tous les secteurs, comme ça a été fait à l'époque, y compris sur la Tahiti Nui. Je crois qu'à Tahiti Nui, nous avons un outil qui aujourd'hui est devenu essentiel pour le développement du tourisme. Par exemple, pour le libéral, vous parliez du secteur privé. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple précis que pourraient attendre les chefs d'entreprise comme cadeau pour les inciter à créer des emplois? Je crois que... Nous publierons bientôt le programme détaillé et c'est urgent, vous avez raison de l'indiquer parce que les élections approchent. Nous allons notamment proposer des mesures fortes sur le coût du travail. Il faut alléger le coût du travail et alléger toute la réglementation aujourd'hui autour du travail. Baisser les charges, c'est ça? Il faudra baisser les charges à l'emploi parce que notre priorité, ça va être l'emploi pour redonner de la dignité aux familles. Et parce qu'on ne peut pas partager des richesses qu'on n'a pas créées. Il faut recréer de la richesse. Et donc, c'est le secteur privé qui va les créer rapidement. Quand je parlais des premières réformes à prendre, dès les 6 premiers mois, il faut prendre ces réformes, effectivement. La réforme de l'administration prendra peut-être 2 ans. Il faudra donner des premiers signes. Mais sur le privé, il faut alléger la législation sur le travail et le coût du travail. Nous le mettrons très clairement dans notre programme, de manière à ce que nous soyons élus pour ça. Effectivement, ensuite, il faudra ouvrir des négociations tripartites avec les partenaires sociaux, mais nous souhaitons l'indiquer d'entrée, de manière à ce que nous soyons forts du soutien de la population pour à un moment venir alléger ce coût du travail dans les entreprises. Et je crois que c'est l'une des clés. Et votre priorité, ce sera le logement, je crois. Vous voulez en faire le moteur de la croissance. Vous dites même, je vous ai entendu lors d'une réunion publique, vous disiez que 1000 chantiers de logement sont prêts à démarrer. Dites-nous-en un peu plus. Quels sont ces 1000 chantiers prêts à créer plein d'emplois dans le logement? Il y a 1000 clés aujourd'hui, appartements ou maisons, dans le secteur privé qui sont prêtes à démarrer. Donc, pour les appartements, ça sera un grand chantier. Pour des maisons, ça sera des chantiers isolés. J'ai fait effectivement le tour de quelques notaires de la place, puisque les notaires sont aujourd'hui au centre et au cœur de la promotion immobilière, des projets individuels. Et ils m'ont confirmé qu'ils ont dénombré 1000 clés prêtes aujourd'hui à démarrer, mais en attente de décisions administratives, en attente d'autorisation, de permis de construire, de permis d'aménagement, et en attente de décisions toutes simples qui bloquent tout le dossier. Là aussi, c'est des lenteurs administratives qui bloquent, tout simplement. Absolument. Mais c'est dingue tout ce qu'il y a comme lenteur aujourd'hui dans le pays. On a l'impression qu'il y a un phénomène d'attentisme dans la mesure où ces élections nous ont mis dans un tunnel depuis les législatives. Donc on a eu 14 mois de tunnel électoral où on a le sentiment que tout est grippé et que plus rien ne se passe. Ces 1000 clés ne sollicitent pas forcément de l'argent public. Elles viennent solliciter notamment aussi de la défiscalisation métropolitaine, mais pas du dispositif Girardin. Il y a d'autres dispositifs auxquels on pourrait accéder avec quelques réglages simplement ici. Et donc, il va être important également dans les premiers 6 mois de débloquer ces chantiers. Parce que vous savez que pour faire une maison, il faut 5 personnes peut-être pour le gros œuvre et 5 autres pour les finitions. Ça fait donc 10 personnes. Donc 1000 clés, ça fait 10 000 emplois. En tout cas, le gouvernement bloque là depuis 2 ans sur la création de logements. Vous faites fort en quelques semaines, en quelques mois de débloquer ces chantiers en attente. En tout cas, on fera tout pour le faire. Il y a les chantiers dans le privé. Il faut également que sur le volet du logement social, on ouvre aux opérateurs privés l'accessibilité aux fonds publics. Les 23 milliards dont parlait M. Floss hier soir, effectivement, c'est un scandale qu'ils repartent en métropole parce qu'ils n'ont pas été utilisés. On n'est pas capable de faire plus d'une vingtaine de logements quand on en fait 2000 par an en Nouvelle-Calédonie. Il faut ouvrir aux opérateurs sociaux et il faut également accepter qu'il y a un deuxième opérateur par la Caisse des dépôts qui vient de s'installer. C'est pas nouveau, c'est pas M. Floss qui l'a inventé. J'avais pu rencontrer la Caisse des dépôts lorsque j'étais encore en fonction au ministère de l'économie. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on n'ait pas encore déroulé le tapis rouge pour qu'il vienne s'installer, parce que la Caisse des dépôts c'est aussi des financements derrière et il est important de séparer l'activité de bailleur social, de logeur social, donc de gestion des lotissements, de celle de constructeur. Il nous reste une petite
petite minute avant de marquer une pause. Je vais vous faire écouter un petit extrait. C'était une archive d'une ancienne émission d'À vous la parole il y a 2 ans. C'était Armelle Merceron qui est avec vous dans Atia pour Inetia, qui à l'époque elle prenait carrément un changement de société. Elle était pour que les allocations familiales soient modelées selon les revenus des parents. Elle était également pour ça. Écoutez. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions à un vrai impôt sur le revenu. Parce qu'aujourd'hui nous avons la CST, mais la CST elle n'est pas juste. Pourquoi? Je prends 2 ménages qui gagnent chacun mettons le SMIC, et donc ça leur fait à peu près 300 000 francs, ils ne paieront pas de CST, alors que quelqu'un qui a 250 000 francs et qui est le seul à travailler paye de la CST. Alors, Armelle Merceron, donc pour un impôt sur le revenu, des allocations familiales modulées, est-ce que vous êtes pour? Est-ce que ce sera dans votre programme? C'était en 2008. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce serait catastrophique que de mettre en place l'impôt sur le revenu en période de crise. Parce qu'on va venir taxer ceux qui ont encore du revenu à un moment où il faut relancer la machine pour qu'on crée de l'emploi. Parce que arrêtons aussi d'agiter des chiffons rouges là où ils ne sont pas. Elle parlait de réduire les inégalités, justement. Il faut réduire les inégalités, mais l'impôt sur le revenu va taxer avant tout les revenus moyens, pas les revenus les plus riches. Effectivement, il faut rétablir une CST peut-être plus importante pour faire en sorte que ceux qui gagnent beaucoup d'argent cotisent davantage. Et je crois qu'ils sont prêts d'ailleurs à le faire. Ensuite, il faut pister les revenus pour faire en sorte que, elle évoquait le cas de ces doubles salaires, pour que la notion de ménage, effectivement, soit prise en compte. Mais je crois qu'il n'est pas du tout, je suis sûr même, puisque nous sommes contre, la mise en place de l'impôt sur le revenu n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'elle ne permettra pas de répondre à la situation de la crise. Ce qu'il faut, c'est redonner de l'emploi dans les familles et pas venir prendre aux uns pour dépenser chez les autres. C'est-à-dire, on va recréer une économie sous perfusion, mais on va pas créer d'économie réelle. Et un mot, oui ou non, moduler les allocations familiales en fonction des revenus des parents, vous êtes pour ou contre? Je pense qu'on a un problème constitutionnel à ce moment, sur ce plan-là. Dans l'absolu, pourquoi pas? Effectivement, ceux qui gagnent bien leur vie n'ont pas forcément besoin d'autant d'allocations familiales. Encore faut-il que le cadre juridique nous le permette. Et de retour, deuxième partie d'À vous la parole en direct sur Tiala FM et Radio 1. Serge Massot de la rédaction des Nouvelles de Tahiti reçoit Teva Roufetch. Retour donc dans Vous la parle avec Teva Roufetch. Et si on parlait de vous, Teva Roufetch, vous avez 38 ans depuis le mois dernier, marié, 2 enfants. Vous êtes le fils d'une mère polynésienne, institutrice, et d'un père alsacien, journaliste. Vous avez fait de hautes études en gestion et en management. Ce n'est pas fait. Et oui. Et des études en gestion et en management qui se sont conclues par un DESS en aménagement du territoire et en développement économique local. Et vous avez présidé l'association des étudiants tahitiens de Paris. Et vous avez créé à l'époque le festival EIVA Paris. Oui. Racontez-moi, qu'est-ce que c'était? Moi, c'était effectivement une aventure avec d'autres. Hein. Je n'étais pas seul. Il y avait également Inano Tenotoga qui était avec nous à l'origine de cette idée. C'était pour promouvoir en fait notre culture, nos produits polynésiens à Paris. On trouvait qu'il fallait profiter de ce temps passé à Paris pour faire un peu mieux connaître notre pays, tout simplement. Donc, on a fait 3 festivals en bas de la Tour Eiffel, dans le parc floral de Paris, près de Vincennes, et puis sur les bords de la Seine. Et donc, je crois que c'était et à l'Aqua Boulevard, pardon, le 3e. Et donc, c'était l'occasion de promouvoir nos produits. On a fait venir des mamas, des artisans. Il y avait la maman de Nicole Bouteau à l'époque qui était venue avec une délégation. Quelques entreprises qui exportaient un peu sur la métropole. Et puis, ça permettait surtout aussi à la communauté polynésienne de pouvoir se retrouver et de partager la fierté de notre identité et notre culture. Et on sait que cette fédération des étudiants polynésiens en France est un petit peu un réservoir des futures élites du pays. Est-ce que déjà à l'époque vous pensiez à faire de la politique un jour? Pas trop, non. A priori, non. Je faisais des études plutôt dans le management, donc plutôt pour aller dans le secteur privé. Mais c'est vrai qu'en faisant le HEIVA, parce qu'on a fait un vrai concours, chaque association d'étudiants est venue concourir pour le HEIVA, donc c'était une belle expérience. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui directeurs ou responsables dans le secteur privé ou dans l'administration. J'ai quelques images d'eux d'ailleurs en train de danser sur la scène, mais on m'a dit qu'il fallait pas les sortir parce qu'ils en ont de moi également en train de danser ou de taper du toéré. À chacun se tient. À chacun se tient. Mais c'était une très belle expérience. Et
Justement, puisque vous n'étiez pas forcément destiné à la politique, vous le dites, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers la politique? C'est à cette époque-là que vous avez rencontré Gaston Floss pour la première fois? Oui. C'est à cette époque-là que je l'ai rencontré, puisqu'il venait régulièrement à rencontrer les étudiants, les associations, et puis les présidents d'associations, il les voyait. Effectivement, j'ai côtoyé cet homme qui m'a impressionné beaucoup à l'époque, puisqu'il avait déjà tenu la maison en Polynésie depuis quelques temps et quelques longues années, je puis dire. Et donc il du gouvernement était ancien secrétaire d'État, où il a fait effectivement tout le tour du Pacifique pour parler de la propreté de la bombe nucléaire dans tout le Pacifique. Et donc Gaston Floss, effectivement, était un personnage. Il reste un personnage important en Polynésie. Et je l'ai côtoyé pour la première fois à ce moment-là. Mais il m'a pas proposé d'entrer au Tarouéra tout de suite. Pas tout de suite. Je vais reprendre le questionnaire des nouvelles auxquelles vous aviez répondu pendant la campagne des élections législatives l'an dernier. Oui. Et vous disiez que vos deux héros, ce sont vos deux grands-pères, l'un polynésien qui était inspecteur de police et l'autre alsacien, ingénieur aéronautique qui avait participé à la construction du Concorde. Oui. Pourquoi ce sont vos deux héros, l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces deux personnages? Pour parler d'abord de l'Alsacien, mais c'est bien cette construction de Concorde avait mobilisé pour la première fois plusieurs nations européennes. Oui. Et c'est une fierté d'avoir quelqu'un qui effectivement a pu participer non seulement à la construction d'un avion supersonique qui à l'époque était une référence, depuis il ne vole plus, et en même temps cet élan européen qui consistait finalement par le secteur privé et par des projets d'aéronautique à commencer à construire cette Europe et à mettre ensemble des compétences qui auparavant ne travaillaient pas ensemble. Et vous savez que l'Alsace, entre la France et l'Allemagne, c'est une longue histoire. D'ailleurs, ma grand-mère m'a toujours dit, on n'est ni français ni allemand, on est alsacien. D'un autre côté, mon grand-père polynésien, effectivement, Tarahui Taero, était l'un des premiers inspecteurs de police polynésiens. Il était connu aussi pour sa rigueur et c'est quelqu'un de très courageux qui a élevé une famille de 12 enfants. Après avoir perdu sa première femme, parce qu'à l'époque on mourait de maladies qu'on ne connaît plus aujourd'hui, et qui avait donc 6 premiers enfants, dont ma maman, et puis ensuite s'est remarié et a eu 6 autres enfants, et a élevé à la force des bras et du courage cette grande famille, et a passé en interne tous ses diplômes, puisqu'il n'était pas diplômé au départ, et il a gravi tous les échelons de la police. Il est bien connu de nos anciens, de Pirée ou de Haroué. Il a également présidé le club de foot dans lequel j'ai pu jouer, Tamar Inahiti à Haroué, et puis il était connu pour aller tirer les oreilles des voyous qui déconnaient un peu le soir, et je crois que certains qui habitaient vers Princesse Reata ou d'autres l'ont connu. Je sais qu'Hirote Farere ou d'autres ont pu connaître mon grand-père. Déjà. Et en tout cas, dans ce questionnaire des nouvelles, vous faites à chaque fois ces doubles réponses comme vos références politiques, c'est Francis Sanfort, Boris Léontiev d'un côté, Jacques Chirac et Jean-Louis Borloo de l'autre. Pour la musique, c'est pareil, votre playlist Manaouné, mais aussi Beyoncé, Pepena, mais aussi Francis Cabrel. Vous êtes toujours entre deux cultures, c'est le portrait type de la culture de Mi en quelque sorte. Ouais, mais j'ai pas de problème identitaire. Ça, je voulais vous le dire parce que je suis fier d'être à la fois polynésien et français. Et justement, je crois qu'il faut puiser ce qu'il y a de meilleur dans les deux cultures. Et j'ai pas de problème de positionnement. Je me sens pas entre deux chaises. Voilà, pour aller au bout. Je me sens pleinement un. Et il y a beaucoup de choses que j'aime des deux côtés de cette culture qui est aujourd'hui la mienne. Et je crois que beaucoup de Polynésiens sont comme ça. Certains ont un souci identitaire, qui est un souci avant tout intérieur, je pense. Et moi, pas du tout. Et je crois qu'il y a de très belles choses. Et je suis aussi citoyen du monde avant tout. Parce que c'est bien de se regarder le pitot, mais il faut pas oublier qu'on habite un si beau pays, mais au milieu d'une grande planète Terre. Et il faut se battre pour qu'on préserve notre pays, notre culture, notre identité, sans se fermer sur le monde, quoi. Oui, parce que vous parliez de cette question identitaire. Parfois, on dit que chez les demi, il peut y avoir ce sentiment un peu de supériorité entre les deux, donc meilleur que les uns, meilleur que les autres. Vous, c'est pas du tout votre cas. Non, plus du tout, vous avez dit. Non, c'est pas du tout mon cas. Je crois aussi qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait chaque jour. Monsieur Gégaud, avec qui j'étais pas d'accord surtout d'ailleurs, avait dit par contre une phrase très juste, la jeunesse c'est une maladie qui se soigne tous les jours. Et je crois qu'effectivement chaque jour nous permet d'acquérir de l'expérience et nous fait comprendre tout ce qu'on ne connaît pas, et donc ça nous apporte aussi beaucoup d'humilité et c'est important pour avancer. En 2004, on avance un petit peu, c'était le Taoui.
Comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous étiez un tout jeune ministre du gouvernement Floss. Comment est-ce que vous l'avez vécu à l'époque? Et puis avec le recul, comment est-ce que vous voyez cette période historique? Cette question est très importante pour moi parce qu'effectivement, je suis arrivé en politique en novembre 2003, donc à quelques mois du Taoui. Gaston Floss est venu me chercher pour me mettre dans son gouvernement. Je n'avais pas postulé. Et le Taoui a été sur le coup une grande douche froide parce qu'il y a eu une grosse déception du côté du Tahuera dans lequel je venais d'entrer. Donc je regardais ça à la fois de l'intérieur mais un peu avec un regard neuf. Mais ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est qu'à cette période-là, on dirait qu'il y a eu une espèce d'esprit de revanche d'une population qui s'était sentie réduite au silence, qui était dans un système qu'elle ne supportait plus et qui d'un coup explosait. Et j'avais assez mal vécu les premiers temps il y avait quand même un sentiment quasiment de haine ou en tout cas d'agressivité forte même dans la rue. On m'accusait d'être caution de ce système orange parce que j'étais tatoué orange alors que ça faisait à peine 3 mois que j'étais entré dans un gouvernement que je ne connaissais pas auparavant. Et j'ai senti, allez parlons-en, un peu de haine tout de même qui s'était développée. Et c'est ce que je regrette dans ce Taoui, c'est que ça a été construit contre l'autre. Avec le recul, ça a permis quand même aussi à beaucoup de prendre conscience qu'il y avait autre chose qui était possible. Et je crois que ça, c'est salutaire. Il y avait autre chose qui était possible parce qu'on avait vécu dans un système où finalement tout était réglé, minutieusement préparé, bien construit et cette toile d'araignée fonctionnait très très bien. Il faut le savoir. Finalement, avec le recul, ce changement était nécessaire. Ce changement a été salutaire pour la Polynésie, a été utile. Malheureusement, je pense que M. Temaru, qui ne s'attendait peut-être pas à gagner les élections à ce moment-là, n'a pas su s'entourer, n'a pas su réunir une équipe pour redresser le pays. Et je crois que, contrairement à ce qu'il avait annoncé, d'ailleurs au moment du Taoui, il avait dit l'indépendance, on va reporter ça à 15 ou 20 ans et on va se consacrer au développement. Il est vite revenu sur ses fondamentaux, c'est son combat depuis 30 ans. Mais malheureusement, la solution doit être ailleurs parce qu'il faut d'abord développer ce pays avant d'avoir des rêves institutionnels. Et finalement, sur le Taoui, est-ce que maintenant, il n'est plus question de dire, comme le dit encore le Taouera, que Nicole Boutou et Philippe Chil ont été des traîtres puisqu'ils ont permis le retour de l'arrivée d'Oscar Temaru au pouvoir? C'est la stratégie du Tahuera qui oublie très vite le 777 et ce qui s'est passé tout de même dans le dos des électeurs. Moi, j'ai encore en mémoire, souvenez-vous de ce courrier signé du président de l'époque qui faisait le serment de ne pas s'allier aux indépendantistes, qui s'est allié aux indépendantistes, y compris dans notre dos à nous, cadre du Tahuera, puisqu'il nous avait envoyé négocier Édouard Fritsch, Armel Merceron et moi-même avec Gaston Tong-Sang la constitution d'un gouvernement. Nous sommes revenus au bureau politique du Tahuera et il nous dit ah ben non, c'est pas ça, en fait je suis président et on s'allie avec Oscar Temaru. Donc je crois que c'est facile d'aller agiter le chiffon rouge sur Nicole Boutot et Philippe Chil. Souvenez-vous, Oscar Temaru avait gagné dans les urnes. Il avait gagné dans les urnes et ils n'ont fait que respecter le choix des électeurs. Je le dis d'autant plus que moi j'étais en face et donc nous avions perdu. Il faut aussi à un moment accepter la défaite. Si à l'époque il n'y avait pas eu autant d'instabilité, en 2009, 5 ans après, nous aurions voté à nouveau. Et à ce moment-là, les électeurs auraient pu peut-être choisir un autre homme, pourquoi pas Gaston Floss ou d'autres. Mais M. Gaston Floss, depuis ce Taoui, n'a jamais supporté de ne plus être président et a tout fait pour renverser tous les gouvernements qui se sont succédés, de près ou de loin. C'est lui, ce que vous dites, c'est que c'est lui, Gaston Floss, le principal responsable de l'instabilité depuis 2004 ? Il y a beaucoup contribué. Soyons clairs. Nous l'avons bien vu et je crois que si vous faisiez une petite rétrospective du nombre de motions de censure ou de défiance qui sont intervenues, il n'était jamais très loin. Avance encore un petit peu, il y a 2 ans, vous étiez dans le gouvernement de Gaston Tong-Sang, puis Gaston Tong-Sang vous a mis à la porte alors que vous représentiez la Polynésie lors d'un sommet international en Nouvelle-Calédonie. À l'époque, on vous avait senti presque blessé par ce geste. Est-ce que vous vous êtes expliqué avec Gaston Tong-Sang, puisque maintenant vous êtes encore une fois dans la même équipe, ça y est, les tensions sont aplanies ? Absolument. Ma réaction n'a pas été bien comprise à l'époque. Ce qui m'avait blessé, c'était pas tant que ma personne qui n'était plus ministre, c'était conscient de la difficulté qu'avait le pays, conscient de l'énormité de la charge de travail que nous avons à relever encore aujourd'hui avec davantage d'acuité. C'était pas le moment de remettre encore plus d'instabilité dans cette assemblée. Mais M. Gaston Tong-Sang a été aussi victime parce que souvenez-vous, nous avions le Tahuera avait refait une alliance avec Gaston Tong-Sang, donc avait créé cette alliance autonomiste et c'est à la demande du Tahuera que je suis entré dans le gouvernement de Gaston Tong-Sang, puisque Édouard Fritsch
et Gaston Tong-Sang m'ont reçu pour me demander de venir au gouvernement, alors que j'avais déjà démissionné du parti Orange. Et donc ça me fait un peu sourire d'ailleurs quand j'entends toutes les critiques du Tarouera envers ma personne aujourd'hui, parce que c'est bien eux qui sont venus à nouveau me chercher, comme à chaque fois pour me dire Teva, il faut que tu viennes au gouvernement, viens travailler avec nous. Malheureusement, je pense que Gaston Tong-Sang a été victime de ce choix encore du Tarouera qui était de s'allier à nouveau, pas pour faire une belle équipe et pour redresser le pays, mais simplement pour démontrer que si Gaston Floss n'est pas au pouvoir, ça ne tiendra pas. Et c'est ce qui s'est passé. Souvenez-vous, nous n'avions plus que 9 représentants à l'Assemblée, c'est-à-dire que le Tarouera avait des ministres au gouvernement, mais ne nous soutenait plus à l'Assemblée. C'était pas vivable. Mon petit regret, c'est que Gaston Tong-Sang aurait pu attendre que je finisse ma mission. On va mettre ça sur le coup aussi peut-être de l'émotion de l'époque. On s'est expliqué, bien entendu. Voilà, il n'était pas question de créer un rassemblement sans qu'on se dise d'homme à homme, chacun ce qu'il avait sur le cœur. Ça a été fait. C'était tendu, c'était compliqué pas quand du même tout. de mettre tout ça à plat. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de franc et direct. Ça plaît ou ça plaît pas. Et Gaston Tong-Sang donc m'a présenté également aussi ses regrets et ses excuses pour ce qui s'est passé. On repart vraiment du bon pied. Et vous savez, c'est le seul président encore vivant qui accepte de se mettre derrière et de soutenir un jeune. Pour un jeune de 38 ans, bon, plus tout à fait jeune, mais encore dans la force de l'âge, on va dire, pour venir occuper les plus hautes fonctions du pays. Et je crois qu'il faut saluer ce geste et cet engagement de sa part. D'autres devraient en prendre de la graine. Et pour poser ma question autrement, c'est la question d'un auditeur qui vous demande quel effet est-ce que ça fait d'avoir à sa droite le président GTS qui vous a licencié alors que vous étiez ministre. Il y a un petit goût de revanche personnelle? Non, pas du tout. Vous savez, d'ailleurs, il n'y a pas de licenciement quand on est ministre. Parce que quand on est ministre, on doit accepter que ça ne dure qu'un temps. Le président, effectivement, vous nomme. Lui est élu par l'Assemblée. Il faut bien connaître le système institutionnel en Polynésie. Et il vous nomme parce qu'il estime que vous faites partie d'une équipe. Souvenez-vous, parce que ce qui s'est passé, c'est quand même que je n'avais pas souhaité signer la promulgation du budget, parce qu'il y avait eu un débat sur ce budget qui avait été voté, pas voté. Donc voilà, c'est sur des aspects techniques que ça s'est passé. Aujourd'hui, encore une fois, on a tiré tous les leçons du passé, y compris Gaston Tong-Sang, nous tous. Et nous nous sommes rassemblés parce que nous avons compris aussi que les électeurs souhaitaient qu'il y ait une vraie plateforme, un vrai parti politique autonomiste qui se constitue en prenant les meilleures compétences pour redresser le pays. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous présentons aux électeurs. On entend dire que si vous gagnez, Gaston Tong-Sang pourrait obtenir la présidence de l'Assemblée. C'est vrai? Encore une fois, il n'y a eu aucune tractation dans notre équipe. Donc personne ne m'a demandé d'avoir la présidence de l'Assemblée, un portefeuille de ministre ou quoi que ce soit. C'est l'une des règles que j'ai fixées. Parce que si on commençait à faire comme ça serait un totatoa yabis, ou le Tarouera, parce que je sais, vous l'avez bien vu, Monsieur Floss a annoncé qu'il savait déjà qui il allait nommer ci et là. Monsieur Buissou va être vice-président de l'Assemblée. Il était, avant d'entrer au Grand Conseil samedi dernier, il était 2e de liste sur la section 2 Farapunavia, et je crois qu'il a fini 6e. J'ai une petite pensée pour Monsieur Buissou, qui à mon avis s'est bien fait avoir. Vous avez entendu hier soir, la mort de Rautey a été annoncée par le président Floss. Ça veut donc bien dire ça, c'est une liste Tarouera qui va être présentée aux électeurs. Un programme avec de l'endettement, 500 milliards, je persiste, ce chiffre est important. Monsieur Floss veut emprunter 500 milliards à la Chine ou à tout pays qui voudra bien lui prêter pour refaire illusion, refaire des diges, distribuer 80 000 francs, 100 000 francs, comme il l'a dit, pas créer d'économie Ce que disait Gaston Floss quand même hier, il disait, s'il y a un candidat qui dit qu'il pourra redresser l'économie sans faire d'emprunt, c'est un menteur. Est-ce que vous arriverez à redresser l'économie sans emprunter un sou? Mais non, mais bien entendu, mais on n'a jamais dit qu'on n'allait pas faire d'emprunt du tout, mais un emprunt raisonnable. Aujourd'hui, dans les meilleures années, le pays pouvait dépenser 30 milliards par an dans son budget d'investissement. Nous avons du mal à emprunter une quinzaine de milliards aujourd'hui. Il faut que l'on revienne sur des volumes effectivement de 15 à 20 milliards annuels, mais empruntons ce que l'on peut emprunter et surtout ce que l'on peut rembourser. Parce que si on emprunte des sommes considérables comme cela, ça veut dire qu'on vient ou créer de la taxe pour payer le fruit de ces emprunts, ou en tout cas nous endetter sur 3 ou 4 générations. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont devoir payer cet emprunt Floss. Je ne peux pas le cautionner. Parlons réinscription, c'est toujours dans l'actualité ce projet d'Oscar Temaru, le gouvernement qui annonce toujours le vote de la résolution pour faire réinscrire la Polynésie sur la liste des pays non autonomes avant le premier tour des élections territoriales. Vous y croyez? Écoutez, en tout cas, moi je suis très vigilant sur l'activité de monsieur Oscar Temaru à New York. On en plaisante de temps en temps, tout le monde se dit oui mais il va à New York, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Temaru, ça fait 30 ans qu'il combat pour l'indépendance de ce pays. Il a tissé un vrai réseau avec l'aide du sénateur Touheyava
élu par le Tahouira Ouiratira, rappelons-le, pour aller faire entendre sa voix à New York. Il ne faut pas négliger ce qu'il est en train de faire. C'est inquiétant ce qu'il est en train de faire pour le pays, c'est ce que vous dites. Moi, je pense que c'est inquiétant. Et je regrette d'ailleurs que le Tahouira n'ait pas réagi et prend toujours ça avec humour. C'est inquiétant parce que nous n'avons pas le luxe aujourd'hui d'avoir un référendum tous les 5 ou tous les 10 ans sous orchestration de l'ONU pour nous redemander si on restait français ou pas. S'il fallait faire un référendum, nous n'avons pas besoin de l'ONU. Il faut demander à l'État de le programmer. Effectivement, faisons-le une bonne fois pour toutes. Mais le système de l'ONU et d'autres pays en ont souffert dans le Pacifique d'ailleurs. C'est que tant qu'on répond non, nous ne souhaitons pas devenir indépendants, l'ONU va nous reposer la question tous les 10 ans. La Polynésie a besoin de stabilité, a besoin à un moment de traiter ces questions-là, mais surtout d'abord de recréer de l'emploi et de l'activité économique. Et ce que je regrette, parce que je respecte le combat de M. Temaru, ce que je regrette, c'est qu'il le sait, il n'a pas eu mandat lors de ces élections pour pouvoir le mener là. Il est revenu président par un jeu... Il était indépendantiste quand même. Oui, mais là, c'est une alliance avec des autonomistes à l'Assemblée qu'il a remis à la tête du pays. Et donc, il n'a pas mandat pour le faire. Il est indépendantiste, il est clair là-dessus. Qu'il gagne les prochaines élections, effectivement, et qu'il organise un référendum avant d'aller plus loin à New York. C'est ce qu'on lui demande. S'il ne gagne pas les élections, il faut aussi qu'il respecte le souhait de la majorité, qui en l'occurrence dira qu'elle ne souhaite pas cette démarche de décolonisation. Mais s'il y a une date qui était fixée, comme c'est le cas par exemple en Nouvelle-Calédonie, à une échéance de 15-20 ans, et quand en attendant on disait tout le monde se met au travail, ça réglerait pas justement la question? Est-ce qu'on serait pas justement débarrassé de cette question institutionnelle? Regardez ce qui se passe en Calédonie. Si un référendum était fixé. Regardez ce qui se passe en Calédonie. Les Kanaks sont aujourd'hui les premiers à dire mais finalement on n'est plus pressé pour poser la question. Il faut peut-être reporter encore. Mais peut-être vous voyez, que le paradoxe, justement. Vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'à un moment, eux ont souhaité le faire, mais aujourd'hui ils sont en train de développer leur pays. Ils se disent finalement c'est plus urgent, il vaut peut-être pas, il vaut mieux ne pas poser la question maintenant. Ça veut donc dire qu'ils ont peut-être peur de la réponse aussi. Je crois qu'il faut d'abord remettre le pays sur les rails. Et quand le pays sera sur les rails, quand cette autonomie aura pris son plein effet, il faudra poser peut-être la question effectivement pour la régler définitivement aux Polynésiens. Mais l'urgence n'est pas là aujourd'hui. Et je sens bien que M. Temaru veut aller vite, très vite, parce qu'il est peut-être inquiet de l'issue des prochaines élections. Et c'est dommage. Je l'appelle à un peu plus de sérénité. Qu'il soit élu la prochaine fois avec une vraie majorité, il aura à ce moment-là tout pouvoir pour le faire, même si la France reste vigilante. J'ai écrit pour ma part à François Hollande et à M. Ban Ki-moon. Le Tahouira a refusé de co-signer ces lettres. C'est dommage, j'étais même prêt à laisser M. Floss en premier si c'était ça qui lui faisait plaisir. M. François Hollande m'a répondu par l'intermédiaire de son chef de cabinet et a confirmé, je rendrai public la lettre, a confirmé qu'il était opposé à cette réinscription. Et en tout cas, en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis 1986. C'est même Harold Martin, le président du gouvernement, loyaliste, donc autonomiste, qui disait que c'est plutôt une bonne chose. Enfin, ça encadre les choses. L'indépendance, justement, ne peut pas se faire n'importe comment. Et selon lui, ne se fera pas, puisqu'il y a un cadre très strict. Lui, il trouve que c'est pas mal finalement d'être réinscrit. Est-ce que le modèle de la Nouvelle-Calédonie ne s'adapte pas à la Polynésie? Je pense que c'est deux territoires différents. Nous n'avons pas de nickel, attention. Nous n'avons pas encore aujourd'hui de ressources suffisantes pour pouvoir assumer et faire en sorte que notre population puisse vivre dignement. C'est ça ma priorité. Il faut développer le tourisme, il faut développer le secteur primaire, il faut viser cette autosuffisance alimentaire, c'est vrai. Et le combat de l'énergie va être un des combats des 30 prochaines années parce que le pétrole va coûter de plus en plus cher. Donc il faut faire ce tournant énergétique dans notre pays et donc trouver toutes ces niches que l'on va pouvoir mettre bout à bout pour recréer de l'emploi en Polynésie. Nous n'avons pas le nickel comme en Calédonie, donc nous ne pourrons pas avoir les mêmes échéances parce que la vraie indépendance, c'est celle d'abord des populations, pas celle des dirigeants, celle des populations. Mais vous savez, M. Harold Martin... Les énergies, justement, c'est quelque chose sur lequel la Polynésie pourrait compter dans l'avenir. Je pense que oui. Il y a aujourd'hui la climatisation par eau profonde. Voyez, ce que je trouve dommage. L'assainissement de Papeete, c'est financé par l'Europe. Il y a des grands travaux en ce moment à Papeete. Est-ce qu'on n'aurait pas dû en profiter pour tirer également des tuyaux pour amener l'eau froide des profondeurs lorsqu'elle sera prête et lorsque les usines seront prêtes? C'est dommage parce qu'il va falloir recasser les routes et recreuser des trous. Le message de Hatia Porinetia, c'est dire qu'on peut faire des choses mieux avec du bon sens, le bon sens populaire, du pragmatisme et puis un peu de méthode du privé. Effectivement, il faut ramener de la bonne gestion dans notre pays. Je voulais juste vous dire que Harold Martin, la dernière fois qu'il est venu en Polynésie, il était sur votre antenne et nous a donné des leçons de stabilité en disant regardez chez nous ça marche bien. Depuis ils ont changé plusieurs fois de gouvernement. Attention donc à ceux qui s'improvisent en prophètes à l'extérieur. Dernière question sur cette partie sur la réinscription. Une question que j'avais posée à Teiva Manoutai et à laquelle il n'a pas su répondre. Pour vous,
Qu'est-ce que ça signifie la colonisation? Est-ce que décoloniser la Polynésie, ça veut dire quelque chose pour vous? Aujourd'hui, je ne me sens pas colonisé. Il y a eu une période de colonisation, effectivement. Et je dois dire d'ailleurs que nous avons peut-être eu une chance que ce soit la France qui nous ait colonisés, dans la mesure où nous avons les exemples dans l'ensemble du Pacifique de colonisation à l'anglo-saxonne qui s'est pas forcément bien passé. Je crois aujourd'hui que la France nous donne, avec ce statut d'autonomie que nous avons, une occasion de nous exprimer, de prendre en main notre destin. Nous nous gouvernons librement et démocratiquement. Ça veut dire donc que nous avons entre les mains le développement économique, le développement de ce pays. Bien entendu, la justice, la sécurité, la monnaie, le crédit restent des fonctions de l'État. Mais aujourd'hui, assumons pleinement cette autonomie. Et je crois que c'est important. Je ne me sens pas colonisé aujourd'hui. Je pense qu'il y a notre double culture aussi qu'il faut assumer et qu'il faut développer et promouvoir. Je suis fier d'être polynésien et fier d'être français en même temps. Et je crois que beaucoup de Polynésiens, et plus vous vous éloignez du centre de Papeete, beaucoup de Polynésiens sont fiers de cette double appartenance. Allez, quelques dernières questions pour les questions en vrac. Il nous reste 2-3 minutes. Pour faire le lien avec le sujet précédent, vous êtes toujours favorable à une nouvelle loi sur le traitement sanitaire, environnemental et économique des conséquences des essais nucléaires? Absolument, parce que je crois qu'être autonomiste, c'est pas non plus fermer sa bouche. Quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Et je crois que la France a une vraie responsabilité. Elle doit l'assumer, droit dans les yeux, en toute franchise, devant les Polynésiens. Et il faut que cette loi qui a été proposée soit changée. Il faut une vraie loi qui vienne indemniser les victimes, qui vienne garantir surtout aux populations actuelles que toutes les mesures seront prises pour les protéger en cas de problème à Mururoa et Fongatofa. La fréquentation touristique a augmenté de près de 10% au mois de janvier. C'est grâce à qui? C'est grâce au hasard ou grâce au ministre du Tourisme, Oscar Temaru? C'est grâce au marché qui, effectivement, et puis au rapport de change qu'il peut y avoir entre l'euro et puis les différentes monnaies autour. Vous savez qu'on a beaucoup souffert de la crise des subprimes aux États-Unis, qui est notre premier marché émetteur. Ça revient, c'est tant mieux. Mais il y a certainement des mesures aussi à prendre en matière touristique. On n'a pas le temps là-dedans. C'est pas grâce au gouvernement actuel, en tout cas. Un ministre du Tourisme optimise la gestion des fonds publics qui viennent soutenir la promotion. Pour le reste, c'est le marché qui décide et ce sont tous les privés qui se démènent sur tous les marchés, tous les jours, pour faire venir les touristes en Polynésie. Et je sais qu'ils font beaucoup d'efforts. Et si vous êtes élu, est-ce que vous retournerez à l'ancienne grande présidence conçue par Gaston Floss? C'est un sujet sur lequel j'ai pas tranché. Moi, s'il fallait à un moment prendre une décision d'économie, je pense qu'il faut que tout le gouvernement soit rassemblé au même endroit. Donc si on peut tous rentrer là-bas, pourquoi pas? Je crois qu'il faut arrêter d'aller louer des locaux partout. Et puis ça fera des économies de transport et de voitures et de gasoline, comme dit Monsieur Floss. Il suffit de rassembler tous les ministres au même endroit. Comme ça, la population n'aura plus à courir de ministère en ministère. En un mot, quelle serait la première loi que vous feriez voter par l'Assemblée? Celle pour faciliter la création d'emplois et pour les jeunes. Et dernière chose, on recevra, je l'ai dit tout à l'heure, Gaston Floss vendredi prochain, vendredi de la semaine prochaine. Est-ce que vous auriez une question, quelque chose à lui dire, même avec la voix de Gaston Floss, puisque je sais que vous l'imitez très bien? Alors, je l'imite pour l'avoir côtoyé. Moi, je l'appellerai plutôt, avec toute la sagesse qu'il peut encore avoir, à accepter de passer le flambeau, à nous soutenir, à soutenir cette nouvelle famille autonomiste qui veut prendre le relais, pas contre lui, mais simplement pour donner la chance à la Polynésie d'avoir toutes les compétences, d'avoir toutes les bonnes volontés pour reconstruire. Et je crois qu'il en est capable, il faut qu'il l'accepte néanmoins. Vous croyez qu'il est capable vraiment de passer le flambeau un jour? Je l'espère. La dernière fois que je lui ai posé la question, il m'a dit que c'était lui le flambeau, donc c'était difficile à passer. Oui, voilà, ça a l'air compliqué. Merci beaucoup Temaru Fritsch d'avoir passé une heure avec nous. Merci Serge, merci beaucoup. La semaine prochaine, donc vendredi prochain, 12h30, Gaston Floss sera notre invité. Radio 1, les nouvelles de Tahiti, TRFM et Tahiti Online vous ont présenté à vous la parole spéciale élection territoriale 2013. Revivez cette émission sur www.radio1.pf et sur www.lesnouvelles.pf en audio et en vidéo.